C'est tout à fait clair. Imaginez-vous, vous ayez un infirmier qui serait sale comme un peigne du matin au soir. Vous diriez, écoutez, faites un autre métier. Bon, ben là, c'est pareil. On ne peut pas être raciste et policier. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut vraiment faire une généralité de ces cas-là? Quel que soit le nombre de ces policiers que ça concerne d'ailleurs. On peut pas faire une généralité de quoi que ce soit. Bon, par contre, on est obligé de constater qu'il y a une dérive qui s'est produite du fait des chefferies et du ministre. Parce que quand les chefs mettent une limite, bah, la base, elle suit. Elle essaye de bien faire. Les jeunes qui arrivent, ils essayent de se montrer dignes de ce qu'on leur dit de faire. Donc, bien sûr que non, que heureusement que la police tout entière n'est pas raciste, et encore heureux. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui se sont laissés entraîner et qui doivent maintenant rentrer en eux-mêmes. Pour certains, peut-être faire un autre métier. Hein. Et puis, il y a des pratiques syndicales qui sont inacceptables. Le syndicat Alliance, qui est un syndicat d'extrême droite, qui ne joue aucun rôle utile dans la police, hein, parce qu'à part faire peur à leurs collègues, c'est à peu près tout ce qu'ils font. Le reste du temps menace les juges, les parlementaires, les journalistes, enfin où on va comme ça. Et du coup, vous parlez du chef. Est-ce que le président de la République doit s'exprimer sur ce sujet aujourd'hui? Je préférerais qu'il s'exprime sur des sujets comme ça plutôt que d'aller à la télé vendre des voitures. Hein. Je trouve qu'il serait un peu plus à sa place. Donc oui, il faut qu'il ait des paroles pour tous les Français. Enfin, il faut se rappeler que le problème, c'est pas seulement le problème de la police, c'est déjà grave. C'est le problème de l'unité de la France. Si on accepte qu'en fonction de la couleur de peau ou de la religion, les gens soient traités différemment, alors c'est plus la France. Il faut dire les choses comme elles sont. Et je vais être encore plus direct. Je ne supporte plus que chaque fois que le député Younous Omarjee, président de la commission régie du Parlement européen, chaque fois qu'il arrive gare du Nord, une fois sur deux, on lui demande ses papiers parce qu'il est de peau noire. C'est insupportable. Voilà. Bon, alors je le dis avec force, mais à la fin, il faut que ça soit entendu. Hein. Concrètement, vous attendez quoi de l'équipe? Eh bien, qu'il travaille et qu'il procède à l'opération de remise en ordre. Je l'ai déjà dit, hein, la police nationale doit être prise en main. Je suis persuadé qu'il y a dedans les ressources de bonne volonté, de discipline et d'obéissance qu'on peut attendre de fonctionnaires d'autorité. Mais encore faut-il que les chefs se comportent comme des chefs qui donnent des ordres et que ces ordres soient des ordres républicains, respectueux de la personne des Français. Vous savez, c'est ça le pire. Hein. Le pire pour nous, c'est le jour où une partie de la population considérera qu'elle n'est pas réellement traitée comme française qu'elle est. La France est comme ça. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais en attendant, elle est comme ça. Elle est bigarrée, elle est diverse. Et la police a en elle les ressorts. Moi, j'invite les policiers à dénoncer leurs collègues quand ils sont racistes et violents. Et cette dénonciation, elle nous sera à tous utile. Parce qu'aucun d'entre nous n'a envie de penser du mal de fonctionnaires dont on attend qu'ils nous protègent, pas qu'ils nous menacent. Et plus globalement, ce soir, c'était un hommage à George Floyd, cet Américain qui a été tué. Est-ce que plus globalement, vous ne participez pas à emmener en France peut-être des fractures qui existent plus aux États-Unis depuis longtemps que... Non, bah écoutez, pour le coup, monsieur Adama Traoré, il est bien mort en France, hein, sauf erreur. Et il n'est pas le seul. Non, évidemment que nous n'avons pas le passé esclavagiste et d'apartheid qui est celui des États-Unis, mais chez nous, nous avons aussi le poids des guerres coloniales qui ont aussi joué leur rôle, on ne peut pas dire le contraire. Bon, il faut que chacun apprenne à balayer devant sa porte et plutôt prendre l'exemple du dévouement citoyen des Nord-Américains, pour une fois apprendre quelque chose d'eux. Il y a plus à apprendre du peuple américain que de ses dirigeants, hein. Ça c'est clair. Non, ce qu'on veut surtout, c'est éviter ça. Éviter une société où les gens commenceront à se regarder de travers en fonction de la couleur de leur peau. Même si je sais très bien que, hélas, le mal est là. D'accord? Allez, bon courage. Allez, on est là. Étranger de quel pays? De la Guinée-Conakry. Ouh! Ouais, je fais master en sociologie à l'université de Paris. Très bien. Pour moi, c'est un grand honneur de vous voir parce que je sais que j'adhère dans vos idées. Et moi, j'envoie un bonjour à tous ceux de la Guinée-Conakry parce que je sais que vous avez des belles batailles à mener pour la démocratie. Hein. Ouais, surtout... et le peuple est très actif. Le peuple, il est actif. Je voudrais avoir, s'il vous plaît, votre phrase, parce que je sais que vous donnez toujours des belles idées de la modification de la constitution guinéenne. Monsieur Alpha Condé, il veut briguer un troisième mandat et aujourd'hui le peuple n'est pas d'accord. Le peuple n'est pas d'accord et je pense que le peuple n'a pas forcément toujours raison, mais dans ce cas, je pense qu'il a raison.
Parce que, voyez-vous, il ne faudrait pas que tout le passé des 30 dernières années où les peuples africains ont fait des efforts énormes pour s'avancer vers la démocratie après avoir eu des régimes qui souvent étaient manipulés de l'extérieur et des fois par mon propre pays, eh bien que tout ça soit annulé parce que tout d'un coup, voilà, on voterait des rallonges dans les constitutions. Je pense que si le président actuel aime son pays, alors il doit comprendre que le moment est venu de permettre à la Guinée de choisir librement et de passer à autre chose. Voilà. Ouais, surtout les idées démocratiques, c'est 2 mandats et il s'est battu pendant 50 ans pour y arriver. Aujourd'hui, il veut changer la constitution parce qu'il a fait ses 2 mandats. Pourquoi un 3e mandat? Étant donné que la France est un pays de liberté, vous donnez... Heureusement que je connais les pays d'Afrique par cœur. Non, mais je connais les régimes précédents. Monsieur ce qu'il pense, lui, monsieur Mélenchon. Mais oui, on a besoin. Envoyez-moi un message. On n'aille pas perturber la manifestation. Je ne sais pas encore. Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît. Monsieur. Je viens de Reims. Vous de Reims? Reims, Champagne. 2 minutes pour vous en plus. Ah bon? Écoutez, je vais juste un passe avec vous. Quoi? Ça ne dérange pas. Allez, dépêchez-vous parce que sinon... Vas-y, attends qu'on soit tous les deux dessus. Tant qu'à faire, tu donnes du mal à vie autant. Ah ouais, c'est pour ça, je suis venu exprès. Ah, c'est sympa. Mais après, ils vont se moquer de moi. Vas-y, calme, tranquille, ça va se faire, ami. Ils vont se moquer de moi parce qu'il paraît que tout à l'heure, je me suis moqué des gens qui faisaient des photos avec moi. C'est parti. Super, c'est content. Vas-y, appuie sur le truc parce que sinon, ça va jamais le faire, tu vois. Allez, on va appuyer là. Voilà. Super. Un petit coup, 2 petits coups. Okay. Allez. Merci. La question est vous laissez le monsieur Mélenchon. C'est pas très journalistique, mais bon. Mais c'est toujours gentil de la part de ceux qui viennent. C'est bienveillant. C'est plutôt bienveillant, mais ce qu'il y a, c'est que vous n'êtes pas une femme, vous ne pouvez pas comprendre. Mais demandez à vos copines l'effet que ça fait quand 10 fois par jour, 20 fois par jour, les mecs vous tombent dessus. Alors bon, évidemment, ça vous paraît beaucoup, quoi. Et les gens mais vous posent, ils vous disent des choses sympathiques gentil, plutôt. Ouais. De façon générale, le peuple français est un peuple courtois et tolérant. C'est-à-dire qu'ils vous font des beaux sourires quand ils vous aiment, des fois plus, mais ceux qui ne vous aiment pas, c'est rarissime qu'ils soient vulgaires ou agressifs. Rarissime. Oh, des trucs gentils, tiens bon, je sais pas quoi. Voilà, des trucs gentils, quoi. Non, arrêtez, allez. on va arriver dans le racisme. Non, c'est bon, là. Vous allez me dire 2 mots. Merci, c'est bon. Attends. On va pas la foutre par terre, parce qu'après... C'est un rassemblement, c'est important. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur Mélenchon. Elle est sacrée. Ah, parfait. Toujours le même. Vous allez me dire 2 mots. On arrête maintenant. Ok, pas de mots. On se revoit après, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Luc Mélenchon, une petite vidéo ou pas? Viens, on fait Des vidéos. une dédicace pour le vent, on va arrêter. Monsieur, vous êtes fait, monsieur. Il est tombé dans l'escalier du bâtiment. Monsieur, est-ce que vous pouvez... Comment il est tombé? Pourquoi vous rigolez? Non, il est tombé dans la cage. Vous qui l'avez poussé? Mais je m'en plains pas, là. Monsieur, vous pourrez faire une dédicace pour le vent? Une dédicace pour être très aigué pour tout le 20e. Quoi? Le 20e, là, on est De Paris? Ouais. Vous dites le 12e aussi. Dédicace. Hey, Corbière, il était élu du 12e avant. Vous dites, monsieur, dédicace à très aigué. Non. Allez, non. Non, pour le 20e, monsieur. Ouais, t'as vu comment t'as un chien? Ouais, avec Jean-Luc Mélenchon. Et bousculez pas les gens parce que moi j'aime pas ça. Ah, il y a un masque qui s'est jeté. Ouais, tu colles un autocollant dessus, c'est ça? Ah ouais? Moi j'ai un masque fille, mais ça ferait bizarre si je me trimbalais avec ça. Tu sais que c'est qui nous a envoyé ça? L'ambassade du Vietnam. On en est là. C'est sympa de leur part, hein. Mais maintenant, les Français, c'est ça notre réputation, on n'est même pas capable de faire des informations. Monsieur, encore vous. Allez, ouais, monsieur. Allez, la duty. Non. Regardez, c'est avec qui là? On a percé, mon pote. Pour le vin. Pour le vin. Aïe. Voilà. Et le 12. Pour le 20e, dites.
Allez hop, je mets mon masque. Ah bah, excuse-moi ma chérie. Ben, je sais pas où. Juste, qu'est-ce qui fait où on doit aller? Où aller? Et ben alors, nous on va où? Ça y est, on est arrivé. C'est là-bas, il y a Banderole là-bas. Ça va? Reste avec nous. Il n'y a pas un lieu spécial, particulier? Je peux prendre une photo avec toi? Bonjour, excusez-moi, on n'a pas le droit de photo. C'est vrai. Monsieur le député. Monsieur le député. Je sais pas, sinon on n'a pas 50 ans. Ah ouais, il y a la députée aussi. Parce qu'après les blagues on vit moins bien. Et toujours est-il qu'on a besoin que vous soyez déjà une bonne figure et qu'en interne, ça peut passer. Monsieur le député, madame. Monsieur Mélenchon. Non, mais moi, sur cette... Parfaitement clair. Beaucoup de gens font beaucoup de gens n'ont pas envie. Il y a des gens dont la conscience a retardé, a mis beaucoup de temps à accepter la vérité. Vous y croyez réellement? Je parle des gens du commun. Non, les dirigeants. Et là, je crains que par indifférence, il y a la présence de dire que beaucoup s'en foutaient. Et ça fait des décennies que c'est indifférent pour les gens. Alors aujourd'hui, on parle de la police, mais si on ne doit pas s'attaquer uniquement à la police, le problème ne réside pas seulement dans la police. Le logement, le travail, le franc CFA, on peut en parler aussi. De quoi? Le franc CFA. Ah oui. Vous voyez, ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, mais là, c'est bien facile qu'il y ait la récupération aujourd'hui. On est là, certes, attendez, ah non, non, je ne parle pas pour vous, hein. Je ne vois personne. Je dis qu'il ne faut pas s'en oublier qu'il n'y a pas que la police. Mais d'accord, mais moi, vous devez comprendre aussi l'angle particulier que le mien. D'abord, de l'unité du peuple. C'est inacceptable. On crie les Français par police. Je ne le supporte pas. Et je pense que ceux qui font ça, qui tiennent des grands mots sur la patrie et le reste, en réalité sont les pires diviseurs et leur mépris pour les gens, parce que quand même, vous faites tuer dans le rôle de bois. Vous pouvez tout faire un type. Et même pas avoir ce minimum, si ça avait été une bête, peut-être qu'il aurait hésité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui tourne par rond alors qu'est-ce qui tourne par rond? On est d'accord, hein. Mais vous avez raison de dire qu'il faut faire le tour, pas simplement dire il y a tous les problèmes qui sont liés à ça. Mais vous savez, on les fait. Justice et il faut se juger rapidement. Bien sûr, derrière ça, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la police. Bien sûr, il y a des gens mais vous savez l'histoire. Des mauvais dans la police, mais des mauvais un peu partout. Il n'y a pas uniquement que dans la police. Mais dans ce qu'on dit sur les États et les citoyens africains. Je suis d'origine camerounaise. Ah ouais, ça se voit. Non, ça se voit à quoi? Peu importe. Non, mais je veux dire, il n'y a pas un... Non, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. On vit encore sur le franc CFA, monsieur. On vit encore sur le franc CFA. Il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est quand même une colonisation économique qui est encore bien ancrée. C'est une mentalité qui est encore bien ancrée. Et en même temps, on n'a pas le droit de venir ici. Moi, j'aimerais bien me débarrasser de tout aspect du colonialisme pour mon propre pays. Parce que c'est une tare et en quoi nous n'y gagnons rien, nous, comme Français. Je veux dire, les gens qu'il y a ici, ils ne gagnent rien. Et j'en ai assez de cette image-là. Et puis après, une réalité que je connais quand même. Et ce genre de choses, ça descend sur tout le monde. C'est-à-dire que pour ce qui est dans les pays africains, la plupart du temps, moi, mes interlocuteurs aujourd'hui, c'est juste ceux de la société civile. Parce que dans la société politique, je ne parlais avec personne. C'est très bien. L'opposant d'un jour au lendemain se transforme en pouvoir. Mais nous, il faut qu'on s'en débarrasse. Pourquoi on ne l'apprend pas à l'école? L'esclavage, la colonisation, la décolonisation, la guerre d'Algérie. Regardez. Pourquoi on ne l'apprend pas à l'école? Les Allemands le font, ils apprennent le nazisme dès les bases. Ils l'apprennent. Ils l'apprennent, au moins ça ne se reproduira pas. Mais aujourd'hui, j'ai encore affaire à des personnes qui ont mon âge, qui ont 50 ans, qui la colonisation, ils ne la comprennent pas. Ils n'auront aucune connaissance. Mais pourquoi? Parce qu'on ne l'apprend jamais pas à l'école.
Mais parce que vous savez que moi, dans la lutte de décolonisation, les gens qui se passaient avaient en commun les valeurs du peuple progressif d'ici, donc eux, ils n'ont pas intérêt à répandre un peu pareil. Regardez comment ça se fait que dans ce pays qui a fondé l'idée extrémiste républicaine, on continue à faire des condamnations et de blabla sur le roi, la reine, et le peuple est présenté comme un ramassis de terreur. Mais pour venir à ce que vous disiez, oui, regardez, par exemple, l'année 2017, un peu avant, je fais le mémorial Acte Non, j'ai été à Fort-de-France, mais je ne connais pas ce mémorial. Pourquoi il n'y en a pas ici? Et vous savez, je suis allé je me suis compliqué la vie à aller il y a au moins un endroit. C'est quand même une chose à l'honneur. Comme par hasard, on lui en a parlé. On a dit qu'il était là. Et je suis allé dans un tout petit bled qui est en Haute-Saône. Si un jour vous passez par là-bas, c'est vers Belfort. Il s'appelle Champagné. Allez-y. Parce qu'en 1760, il y a un officier qui a dit aux gens, vous savez, on est en prison et on vend des noirs. Alors les gens ont arrêté de voir ça. Alors, ici, il les emmène voir la crèche. Vous voyez, le Seigneur a été honoré par... Ah oui, c'est lamentable. Et ils ont tous fait une figure très belle. Ce n'est pas une belle histoire. Hein. Et les gens du coin ont signé une lettre au roi pour dire ah, mais ça, c'est pas possible. Nous sommes tous de Dieu, nous sommes semblables, etc. Et ce qui m'a fait plaisir, alors là, je suis allé faire un petit truc pour rappeler au moins une chose. Patriotes, bien quand ils savent, ils ont des récits qui ne valent rien. Et ils oublient complètement diffus, le rôle positif de la colonisation, tout comme ça. Ils passer leur vie à se ce n'était pas une masse à mort qui subissait l'esclavage, battu tout le temps, sans arrêt. Donc il faut le rappeler chaque fois qu'un homme public a l'occasion de rappeler, vous savez, nous sommes semblables, même dans le refus de perdre la liberté. Qu'est-ce qu'on fait en 2022 si on passe? Est-ce qu'on aborde ces sujets? La sixième, on passe à la sixième, ok. On est d'accord, je suis d'accord aussi. Mais est-ce qu'on règle le problème en général? Mais d'abord... ou des minorités? Ben justement, qu'on inscrit dans l'histoire des minorités, quoi, tu vois. Mais justement, moi je ne me sens pas en minorité. Bah, c'est ça que j'allais vous dire. Je ne me sens pas en minorité. Moi, je ne vous vois pas comme un personnage étonnant. Vous me dites d'être du Cameroun, mais vous pourriez aussi bien être martiniquais. Et donc, vous pourriez me dire, monsieur Mélenchon, dans ma famille, on est français depuis tout longtemps. Je pourrais le dire aussi. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment de sens d'être Camerounais ou français. On est tous des enfants de la terre, simplement. J'ai deux enfants métis, c'est ce que je leur apprends. Donc, ouais? Oui, j'ai des enfants métis, donc ça me touche. Elles sont magnifiques. Oui, mais il faut leur apprendre que ce pays est à nous tous. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Monsieur Mélenchon, bonjour, vous êtes en direct sur Saoula TV, vous êtes en direct. Non, ça ne m'intéresse pas, monsieur. Voilà, allez. 2022. Monsieur Mélenchon, derrière vous, vous êtes en direct. Vous voyez que je dois le recommencer. Vous êtes en direct sur tout le Moyen-Orient. Bien sûr qu'il y avait des jeunes, il y a Alexis aussi qui est là. Et bien sûr qu'il faut le faire. Et si vous faites plus, on va tomber maintenant. Monsieur Mélenchon, vous êtes en direct sur tout le Moyen-Orient et le président. J'ai de la chance. Hein. Bonjour monsieur Mélenchon, bonsoir. Monsieur Mélenchon, tout un peuple, celui du Liban en révolution, voudrait avoir votre mot s'il vous plaît, de soutien à tout un peuple en révolution. Oui, je connais. Oui, très bien. Que pouvez-vous dire au peuple libanais en révolution, monsieur Mélenchon? Je vais écarter ce truc qui me braille dans les oreilles. Monsieur Mélenchon, Avec sa vie, s'il vous plaît, c'est possible. 14h30, Il va s'en aller avec le téléphone. non, on est tous des honnêtes, on n'est pas comme d'autres. Non, pas lui, pas lui, pas lui. Ah, merci. Merci le président, merci beaucoup. J'étais du bon côté. J'étais du bon côté. Soyez samedi avec le comité Adama, Justice pour Adama, 14h30 à République, ici même. Je l'ai dit tout à l'heure à la... Cette jeunesse qui se réveille, c'est Je l'ai dit magnifique. tout à l'heure à la télé qu'il fallait être là samedi.
Mais je vous aime pas parce que vous êtes marocain. Je vous aime pour vous aider. C'est ce que je dis quand même. Monsieur Mélenchon a un mot pour le roi, il prend pas les gens comme ça, donc moi, vous n'allez pas, marocain. Monsieur Mélenchon, le Liban est en révolution. Tout un peuple. Appelez Isaac, demande-lui qui. Et qu'est-ce qu'on fait là? Où on va? Je sais pas. Oh, des maravages là. Le carré là-bas. Juste on peut pas. La deuxième vague. La deuxième vague. Laissez un peu d'air. La France, laissez un peu d'air. يلي عمل ولا جريمه يجي الكتب Pourquoi il y a des quartiers de protection. Attends, regarde un petit coup. Allez, on s'en fait une. Viens Daniel. Tu reconnais ça, tes lunettes? On peut pas les cerises. Non, j'ai jamais essayé. On peut pas les cerises. Oh yes. Je suis toute petite comme Sabine. Ça c'est devant moi, les gros derrière, les mecs devant. Le mec, il est toujours derrière. Je crois qu'il y a 2 cm. Non, c'est plus grand que moi. Lui, il a 1 cm de différence. Est-ce que tu as plus qu'un centimètre? Ça va souffler, toi? Comment? Ça va souffler? Ouais, Je crois que tu dévies. Oui, je vois, ouais. Voilà, c'est la famille. Ça marche. Mais juste avant, nous avons nos amis. Ah, regarde. T'as bronzé là, hein? Et c'est pour témoigner de notre solidarité avec la famille de George Floyd, avec les victimes des violences policières, avec toutes les victimes du racisme, que nous sommes là, ici, à la place de la République. Je vais d'abord commencer par vous dire qu'il est important de respecter les consignes sanitaires. Essayez pour ceux qui sont là, qui n'ont pas de masque, vous pouvez venir pas loin d'ici. Nous avons des stocks de masques à vous distribuer. Il est important que malgré notre présence ici, notre présence massive, notre présence forte, nous n'oublions pas que nous sommes quand même en pleine crise sanitaire. Et donc, s'il vous plaît, gardez vos masques et dans la mesure du possible, gardez une certaine distanciation. Évidemment, 1 mètre, c'est pas évident, puisque nous avons besoin aussi de nous retrouver tous ensemble ici. Mais n'oublions pas tout de même que la Covid, elle n'a pas disparu, elle est encore là. Hélas, hélas, hélas. Je vais vous donner le programme dans quelques minutes, dans 3-4 minutes. Cette cérémonie va commencer. Nous allons observer 8 minutes de silence, 8 minutes 46 pour être précis. Il y aura des prises de parole. Il y aura un certain nombre de personnalités qui vont prendre la parole également. Il y aura des témoignages aussi de victimes, de parents, notamment de victimes des violences policières. Nous ne sommes pas là ce soir pour manifester contre la police. Nous sommes là pour témoigner. Nous sommes là pour nous recueillir. Simplement, en nos noms, Sandra Nkake, Jeanne Haddad, elle, Pomme, et on est ici pour rendre hommage et se connecter aux proches de George Floyd. On va chanter une chanson à laquelle on tient énormément, qui est très à propos. Elle s'appelle We Shall Overcome.
Et si vous voulez la chanter avec nous, vous êtes les bienvenus. We shall overcome.
ce message positif. Nous surmonterons, nous avancerons tous ensemble vraiment, tous ensemble, sans division, unis et forts, très important. En tant que citoyen, mais aussi à tous les militants des organisations présentes qui ont décidé de se mobiliser parce que nous, en tant qu'association, en tant qu'organisation, nous avons... Bonjour à tous et merci d'être là. Je m'appelle Safia Aïtourabi, j'ai 19 ans, je suis étudiante et je suis vice-présidente de SOS Racisme. Avec moi, il y a les orgas de jeunesse qui ont décidé de se mobiliser. Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes très nombreux à ce rassemblement en tant que jeunes. Je tenais à vous remercier en tant que citoyens, mais aussi à tous les militants des organisations présentes qui ont décidé de se mobiliser parce que nous, en tant qu'association, en tant qu'organisation, nous avons des revendications sur ce sujet. Et surtout en tant qu'organisation, en tant que militants et en tant que jeunes, nous voulons soutenir les militants antiracistes aux États-Unis qui sont mis en sourdine depuis trop longtemps. Si nous avons décidé de se mobiliser à 18 h aujourd'hui, place de la République, c'est parce qu'en même temps, à 11 h aux États-Unis, à Houston, démarrent les obsèques de George Floyd, assassiné parce que noir par un représentant de l'État, un policier. Si nous, jeunes, avons décidé de nous mobiliser, c'est parce que nous ne sommes pas hors sujet de ce phénomène en France. Nous aussi, nous sommes victimes du racisme dans la police. Je suis née en 2001, comme d'autres ici qui sont un peu plus vieux ou un peu plus jeunes. Et aussi en tant que jeune, j'ai vu les portraits de Ziad Ebouna, de Lamine Dieng et d'autres, ou d'Adama Traoré sur l'écran de télévision, et mes parents ont dû baisser le son. C'est ça d'être jeune en France aujourd'hui, mais c'est pas que. Être jeune en France aujourd'hui, c'est se mobiliser comme vous. Qu'on vienne de villes, de banlieues ou des ruralités, regardez-nous. Qu'on soit victime de violences ou pas, regardez-nous. Et quand on décide de se mobiliser contre le racisme dans la police, regardez-nous et entendez-nous. C'est pourquoi nous, jeunes, allons faire démarrer ces 8 minutes 46 de silence. Je vous remercie. C'était trop 8 minutes. C'était trop. Trop 8 minutes. En moins de 8 minutes, je suis déjà fatiguée. C'est pas leur ami. Il y a un coup au steak pour pouvoir faire un tabac Traoré. Mais s'il n'y aurait rien eu au steak, ils n'auraient rien fait.
Ceux qui n'ont pas leur billet de mail. Hein? Non, on dira une fois une le seul bonheur là-dedans, c'est d'être avec vous. Garde la famille. C'est ça, que la lutte continue. Tous ces enfants. J'ai le droit. Pardon, je suis en direct. Ok, tu m'entends ou pas?
fil et puis j'ai dit aux camarades, vous pensez mettre une cravate? Ils m'ont dit oui. Je me souviens, j'avais appelé Élise à ma barre. Je pense que... La police mobile de d'autres encore. Choisi de m'assassiner. Ils prennent toutes les postes en amont. Ils prennent toutes les postes en amont. Avant que j'arrive, la police est déjà là pour faire toutes les postes. Ils me fait avoir des soins, je viens de mourir tout le monde. C'est ce qui se passe à terre. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Des classes. J'essaie de dire, ça ne peut pas se passer en France. La police, pour des réseaux, des nombreux réseaux pour assassiner les pays. C'est horrible, hein. On réalise que c'est long et que celui qui a fait ce geste est un assassin, mais particulièrement barbare. C'est long, 8 minutes. On s'en rend compte, moi je me demandais si ça avait vraiment du sens de se mettre nous à genoux, qui n'avait rien à nous faire pardonner. Mais oui, on a appris quelque chose là, on réalise le caractère terrifiant du geste. Les prises de parole sont des prises de parole très simples, à la mesure de ce rassemblement, à la mesure de cette cérémonie, dans la dignité, de manière sobre aussi, et de simple pour dire, enfin, nous sommes là à distance. Dire aussi notre compassion, notre solidarité. Jean Dominique Soko de venir prendre la parole. Je te sens très ému. C'était important pour vous, c'était un symbole de position à terre. Je pense qu'il faut être là aujourd'hui, samedi il faudra être au rassemblement aussi. Mais là, le geste qui a consisté à nous demander de nous mettre à genoux, au début on se dit tiens, nous on n'a rien à se faire pardonner, mais je vous garantis que vous faites le geste et vous réalisez que c'est long, 8 minutes. Que donc le type qui a tué M. Floyd est quand même un assassin avec un fond particulièrement violent, parce que c'est impossible de ne pas se rendre compte du temps qui passe. C'est affreux, c'est une expérience, je ne sais pas quoi d'oublier. Et dans ce contexte actuel, de faire le lien entre la mort de George Floyd et les violences policières en France, c'est là aussi important d'essayer de révéler ces problématiques. Oui, parce que disons que ça a facilité une prise de conscience qui avait beaucoup trop tardé. Et que voulez-vous, je comprends le mécanisme qui fait qu'on n'a pas envie de penser qu'il y ait autant de racisme et de violence dans la police. On n'a pas envie, parce qu'on a tous une idée un peu bienveillante de ça, mais il faut qu'on regarde ça en face, sinon on ne corrigera jamais. C'est insupportable. C'est insupportable d'imaginer ça. Et puis alors là, on voit que loin de se calmer et d'appeler à un retour sur soi-même, à un peu de maîtrise de soi, je vois que les syndicats de policiers, au contraire, en rajoutent, insultent tout le monde, me menacent, où ils se croient. Donc c'est plus grave encore que ce qu'on imaginait. Et puis la réponse des fois était plus étrange. Pourquoi le président demande à Madame Belloubet de recevoir la famille Traoré, mais c'est absolument impensable. Le garde des Sceaux n'a rien à faire dans cette histoire, puisqu'il y a un juge d'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? C'est une manière de vouloir piéger la famille Traoré. On vit là. J'ai l'impression qu'ils ont perdu. On a perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. On est nombreux aussi à ne pas avoir peut-être, il y a 10 ans, il y a 20 ans, peut-être qu'on aurait dû être beaucoup plus ferme et plus
Enfin, moi je me fais pas trop de reproches, mais je comprends la psychologie de ceux qui n'avaient pas envie de voir ça. Et je vous garantis que je suis comme tout le monde. Quand je découvre qu'il y a 8000 policiers sur un site Facebook qui se réunissent pour faire des remarques racistes et sexistes, je me dis mais ça va plus quoi. Il est temps de redresser tout ça. Il y a vraiment... Bon, allez. Une dernière question, monsieur le maire, juste une toute dernière. Il y a un mois tout juste, on était encore confinés. Aujourd'hui, alors qu'on a cette interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont là aujourd'hui, 20 000 la semaine dernière, 3 000 ce week-end. Est-ce qu'on ne prend pas trop de risques par rapport à... Je pense que les gens qui sont là sont des adultes conscients. Alors c'est vrai, le virus nous fait courir un risque, mais défendre la liberté, ça a toujours fait courir des risques à ceux qui la défendaient. Et aujourd'hui, plus forte que la peur que nous pouvons avoir du Covid, il y a le dégoût que nous inspire le racisme et la volonté d'en guérir notre pays. Donc je ne vous dis pas que ce qu'on fait est ce qu'il y a de plus prudent, mais je suis sûr que ce qu'on fait c'est ce qu'il y a de plus utile. Ça c'est sûr. Parti par la foule. Exactement. On va le chanter d'ailleurs, hein. C'est beaucoup plus entraînant. Là où elles sont. Et je ne sais pas si les mots de Camélia Jordana étaient maladroits, mais s'ils l'étaient, dites-vous bien que ça sera des prises de parole très simples, à la mesure de ce rassemblement, à la mesure de cette cérémonie, dans la dignité, de manière sobre aussi, des mots simples pour dire pourquoi nous sommes là ici, pour dire aussi notre compassion, notre solidarité. Donc je vais demander à Dominique Sopo de venir prendre la parole. Dominique, je te sens très ému. Pourquoi tu es là? Dis-le nous. D'abord, merci à tous pour votre présence. Comme on l'a rappelé, en ce moment même, George Floyd est enterré aux États-Unis. Et si George Floyd est enterré, c'est parce que malheureusement, nous vivons encore à une époque où des individus estiment que la couleur de peau peut être un crime et que donc ceux qui la portent peuvent être tués. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit lorsque l'on pense à George Floyd. Nous sommes ici en soutien de celles et ceux aux États-Unis qui luttent contre le racisme, parfois contre leur propre État, parfois contre leur propre président, qui joue une partition bien différente. Nous sommes ici parce que aux États-Unis, le racisme, nous l'avons vu, tue. On ne lutte pas contre le racisme par confort ou par coquetterie. Si on lutte contre le racisme, c'est parce que le racisme, l'histoire le montre, les faits le montrent, l'actualité malheureusement le montre, le racisme peut avoir des effets dévastateurs. Cette situation est une situation qui, on le sait, est une situation enquistée dans les sociétés, ancrée dans les sociétés. Entre parenthèses. La racine du racisme plonge très loin dans les siècles et elle plonge très profondément dans les consciences. En sous-marin. Et cette actualité que nous voyons aux États-Unis n'est pas sans rapport avec ce que nous vivons en France. Certains disent, mais la situation en France est différente de celle des États-Unis
et les violences policières aux États-Unis sont bien pires là-bas parce qu'il y aurait plus de morts. Alors, je dirais que faut-il attendre d'avoir des George Floyd en France par dizaines, par centaines ou par milliers pour que l'on s'indigne? Le racisme, la violence sont à combattre sans qu'il n'y ait de mais. Lorsque l'on lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, on ne dit pas « mais attendez, regardez dans combien de pays c'est pire que chez nous ». Eh bien, on lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes ici parce que ce ne sera jamais assez. Et les indignations, les combats contre le racisme, contre toutes les formes de haine, sont des combats qu'il faut toujours mener sans se dire qu'ils pourraient être reportés lorsque la situation l'exigera. Si on pense que l'on peut reporter l'impératif de la lutte contre le racisme, c'est qu'on ne comprend rien à ce qu'est le racisme. Lorsqu'on ne lutte pas contre le racisme devient une gangrène. Il pervertit les esprits, il tue des gens, il détruit des individus dans leurs esprits et dans leur corps. C'est de cela dont on parle lorsque l'on parle de racisme. Et il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'attentisme, il n'y a pas de lendemain où, promettons, si vraiment c'est grave, on descendra, on s'indignera, on dira non. Lorsque l'on voit du racisme, on dit stop tout de suite. Et cet impératif, on l'a vu, puisque nous citions Camélia Jordana, est un impératif qui est dur à entendre, manifestement, dans la société française. Très honnêtement, pense-t-on que le problème, ce soit, disent certains, que Camélia Jordana ait utilisé un mot maladroit ou inapproprié? Quand on veut dénoncer le racisme, il faut éviter de commencer par dénoncer ce qui dénonce le racisme. Il faut quand même remettre les priorités là où elles sont. Et je ne sais pas si les mots de Camélia Jordana étaient maladroits, mais s'ils l'étaient, dites-vous bien qu'il faut toujours préférer un antiraciste maladroit à des racistes bien trop adroits dans notre société. On le sait, et je suis de tendance bavarde, malheureusement pour vous, mais je vais terminer par parler de la situation des violences policières et du racisme dans la police. Nous avons un problème en France. C'est ainsi. Il y a une avalanche de révélations ces dernières semaines. Ces révélations sont graves parce qu'on est en train de parler d'un corps de l'État. On est en train de parler d'un corps qui a le monopole de la violence légitime. Ça n'est pas rien. La demande d'avoir une police irréprochable peut être désagréable à entendre, mais dites-vous bien que ce qui est encore le plus désagréable, ça n'est pas lorsque l'on vous dit « vous êtes raciste ». Ce qu'il y a de plus désagréable, c'est lorsqu'on est frappé par le racisme. Parce que c'est vers ces gens que nos pensées doivent aller. Ça me concerne aussi directement, je dois dire. C'est ces impératifs qu'il faut savoir mettre en œuvre. Les violences policières qui ont défrayé la chronique entraînent une mobilisation de la jeunesse, tout comme le racisme dans la police, parce que les violences policières ne concernent pas n'importe qui. Quand on parle d'Adama Traoré, lorsque l'on parle de Lamine Dieng, lorsque l'on parle de Théo Louaka, lorsque l'on parle de Malik Oussekine, si on remonte encore dans le temps, et si on parle de bien d'autres, évidemment ce ne sont pas les seuls à être victimes de violences policières, mais tout de même, comment peut-on accepter qu'il y ait ces situations à répétition où ce sont des personnes d'origine maghrébine, subsaharienne, qui sont frappées par ce fléau? Nous devons dire stop. Et lorsque la jeunesse descend dans la rue pour dire stop, je pense que, eh bien, il faut l'accompagner, il faut la soutenir,
parce qu'il ne faut jamais être contre les mouvements qui demandent plus d'égalité, plus de dignité. Je vois beaucoup de personnes qui condamnent ce qui se passe dans la rue. Je sais pourquoi elles condamnent. Parce qu'il y a parfois de la malveillance, parce qu'il y a aussi de la peur. Je la connais bien, cette peur, de personnes qui pensent qu'au final, ces gens qui manifestent lorsqu'ils sont trop bronzés, eh bien, c'est quelque part la barbarie qui rentre dans Paris. Eh bien, c'est aussi cela qu'il faut avoir en tête. C'est aussi cela à quoi l'on est confronté. Je terminerai en disant que le ministre de l'Intérieur a apporté des réponses hier dans une conférence de presse. Je ne suis pas ici pour faire une analyse que j'ai déjà faite de ces propositions, mais je tiens à dire qu'il est déjà positif qu'il y ait la reconnaissance qu'il y a un problème de racisme au sein des forces de l'ordre, mais qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il est normal pour les citoyens de demander que la police soit irréprochable. Il est normal pour les citoyens de se dire qu'ils doivent être considérés, traités à égale dignité. C'est une demande minimale et je m'étonne que l'on puisse s'en étonner. Eh bien, c'est ces exigences-là qu'il faut savoir remettre dans l'agenda public, dans l'agenda politique. Je sais que nous pouvons compter sur une grande partie des Français. Vous le montrez aujourd'hui en étant massivement présents sur la place de la République. Je pense que les années qui viennent de s'écouler ont été très dures pour l'antiracisme, pour les mouvements en faveur de l'égalité. Eh bien, lorsque l'on voit des réveils de la conscience, des mobilisations, normalement, ça doit nous rendre heureux. Ceux qui ne sont pas heureux doivent vraiment s'interroger sur la conception qu'ils ont de notre pays et des relations entre les individus. Lorsque des gens manifestent contre le racisme, je suis content. Eh bien, aujourd'hui, je le suis en vous voyant, même si l'actualité est malheureusement tragique, mais nous nous battons pour que plus jamais il n'y ait à poser le genou pendant 8 minutes et 46 secondes, parce que nous sommes en 2020, et lorsque nous disons que nous sommes les pays des droits de l'homme, lorsque nous disons que la civilisation est aboutie dans nos pays, eh bien il faut le montrer, il faut être exigeant et faire en sorte que plus jamais, ni aux États-Unis, ni en France, ni ailleurs, il n'y ait de George Floyd ou il n'y ait de personnes qui décèdent parce qu'elles sont passées, malheureusement, sous les coups de ceux qui, encore une fois, estimaient que leur couleur de peau ou que leur religion était un crime. Je vous remercie. Merci Dominique Sopo, merci. Merci pour ce mot très fort. Merci à vous aussi pour votre mobilisation. On applaudit, on vous applaudit, applaudissez-vous. Merci vraiment d'être là. C'est très important d'être là aujourd'hui pour témoigner de notre solidarité, de notre exigence de démocratie et d'égalité de tous les citoyens. Merci beaucoup. Tout est un et l'union fait la force. Tout est un et l'union fait la force, on a compris. Voilà, maintenant ça va remarcher. Ok chef, on a compris. Il fallait que tu m'entendes mec. Il y a des gens qui marchent. L'union fait la force et tout est un. Parce que tout est c'est bon. Nous allons entendre des témoignages. Nous allons entendre des témoignages très simples de familles de victimes du rapport à la police. Je vais demander à Éléonore, à Esther de venir me rejoindre ici, à la famille Oussekine aussi, la famille de Malik Oussekine, notamment son cousin. Dominique Sopo, vous parlez de Malik Oussekine dans les années 80, c'était en 86, un jeune qui est mort de sa rencontre avec la police. Juste cela. Il est mort parce qu'il avait rencontré des policiers. On les appelait les voltigeurs à l'époque. Son cousin est là, il va nous dire 2 mots, son cousin. Et ensuite, nous avons la sœur de Théo Louaka, qui est emblématique aussi de ce combat contre les violences policières. Théo, vous vous souvenez de l'affaire Théo? Il est en train de se reconstruire, il va bien, c'est la bonne nouvelle. Mais il est marqué à jamais par sa rencontre avec la police. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est indigne. Et nous allons aussi finir par une jeune femme, une jeune mère qui s'appelle Esther, qui va aussi vous dire 2 mots en parlant de son fils qui a rencontré la police et ça s'est très mal passé. Et il avait 12 ans, 13 ans
Et ce n'est pas normal là aussi. Et c'est pour cela que nous sommes là ici et que nous avons raison d'être là ici. Bravo, bravo, bravo. On va peut-être commencer, même si Malik Oussekine c'était en 86, mais on va quand même commencer peut-être par le témoignage d'Esther, qui a un peu le trac. Donc on va applaudir très fort pour l'encourager. Esther. Si je reste supplé, je reste supplé. Le 29 janvier 2020, mon fils de 13 ans a été interpellé avec 7 de ses camarades par une dizaine de policiers pour avoir chanté sur la voie publique. Ils ont été alignés contre le mur, fouillés, malmenés verbalement. Des propos dégradants, insultants, intimidants ont été tenus. Ils n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer, avec l'injonction à fermer leur gueule. Les parents n'ont pas été contactés. Nous n'avons eu vent de l'événement que le lendemain, par le collège qui avait récupéré les carnets de correspondance. J'ai tout de suite souhaité avoir des explications quant à la procédure menée. J'ai voulu savoir pourquoi. Pourquoi mon fils et ses amis ont été brutalisés psychologiquement. Pourquoi des adultes censés représenter la loi ont insulté des enfants. Pourquoi mon fils n'a pas été respecté ce jour-là. J'ai dû expliquer à mon fils qu'il avait le droit d'être traité avec respect et dignité. J'ai dû expliquer à mon fils qu'aucune institution n'était autorisée à maltraiter les individus, même en cas d'infraction ou de délit. J'ai dû rappeler à mon fils et ses amis qu'ils étaient importants et que leur vie compte autant que celle des autres. J'ai dû être présente. J'ai dû être présente auprès de mon fils afin de pallier aux répercussions que cet événement aurait sur lui. Je parle à titre préventif aujourd'hui, car en tant que mère, que parents et éducateurs, nous restons persuadés que les drames que nous connaissons, ces drames que nous dénonçons, naissent de petits incidents comme celui-ci, qui, accumulés, donnent lieu à des situations qui peuvent être irréversibles. Alors non, non aux méthodes indécentes, non au contrôle aux faciès, non aux différences de traitement de faveur, non à la non-dignité de tout être humain. J'encourage les parents à ne pas hésiter à demander des explications, à s'indigner si nécessaire, à soutenir leurs enfants. Je nous encourage à rappeler à nos enfants leurs droits et leurs devoirs, mais j'insiste sur leurs droits. Je refuse d'accepter que la vie de mon fils, de mes frères, neveux et leurs amis soit en danger simplement parce qu'ils sont noirs. N'attendons pas qu'il y ait des morts ou des blessés physiques. Les blessures psychologiques sont aussi meurtrières. Merci. Bravo. On applaudit très fort ce témoignage. Merci beaucoup Esther. Bonsoir. Bonsoir. 1986, le mot d'ordre c'était plus jamais ça. 1986, mon cousin manifeste, se balade, il est lynché par des flics, on l'appelait les voltigeurs à l'époque. Il s'appelait Malik Oussekine. À travers la France, à travers le monde, j'ai constaté que vous ne nous l'aviez pas oublié. Je vous remercie. Pourtant, depuis 34 ans, pas un seul mot d'excuse, pas un seul repenti de la part du gouvernement, ni de la part de ceux qui ont été élus. Oui, la police tue. Oui, malheureusement, la police tue. Qui doit perdre sa vie parce qu'il a volé un scooter, parce qu'il a chanté, parce qu'à un moment, il a voulu se révolter? Vous vous rendez compte si nous, quand on s'engueule, on finit par s'entretuer? Ce serait quoi notre société aujourd'hui? Ceux qui doivent nous aider, ceux qui doivent nous protéger, prennent la vie de nos cousins, de nos frères, de nos sœurs. Alors aujourd'hui, je dis,
Black Lives Matters! 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 Merci à vous d'être là! Merci! Un mot! Malheureusement, demain on va déplorer d'autres morts. Restez lucides, combattez. Depuis 34 ans, j'étais auprès des SOS Racisme pour combattre. Depuis 34 ans, on n'est pas écouté. Alors aujourd'hui, aidez-nous, faites-vous entendre. Merci. Merci Dany. Merci Dany pour cet exemple, ce modèle d'engagement, de permanence. Dany m'en voudra pas que je vous dise qu'il a 70 piges déjà. Et il est quand même déterminé. Il a gardé sa capacité d'indignation, comme nous tous ici. Nous tous ici, nous sommes indignés. Et cette indignation, s'il vous plaît, gardons-la. Elle est salutaire. Faisons comme Dany. Éléonore, rien à dire, juste donner le micro. Aux armes, citoyens! Bonsoir, bonjour tout le monde. Alors moi je suis Éléonore, la grande sœur de Théo. Théo qui a été agressé par 4 policiers. Enfin, agressé c'est un faible mot par rapport à tout ce qu'il a subi. Je pense qu'il y a des jours où il faut être là. Là, si tout le monde est là, c'est parce que ce qui s'est passé n'est pas normal. C'est inhumain, c'est atroce. Et chacun ramène sa pierre à l'édifice pour marquer le coup et dire que c'est pas normal et qu'on n'est pas d'accord. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit passé, on a droit au respect. Le respect chaque vie est respectable. Quel que soit, il n'y a qu'à nous regarder ici. Il y a plusieurs panneaux, il y a plusieurs couleurs. Tout le monde on est tous différents. Donc à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, on sort d'un fléau qui est mondial, à savoir le Covid. Tout le monde a vu le tour que ça a fait. On devrait réfléchir à ce qu'on va faire et ce qu'on va devenir. Malheureusement, on sort de ça et qu'est-ce qu'on voit? Le racisme, oui. Là, on vit en France. C'est aux États-Unis. La réalité, pour nous, personnellement, on sait que Théo, clairement, on l'a appelé Bamboula, espèce de nègre. Qu'on le reconnaisse ou pas, il y a un problème. Il y a un problème qui est réel. Un problème au niveau de la différence avec l'autre. On appelle ça le racisme. Il est réel, il faut le reconnaître avant de changer les choses. Si on n'arrive pas à reconnaître ça, on ne peut rien faire. Ça ne sert à rien de se rassembler 10 000 fois, on ne changera pas les choses. Premier pas, c'est quoi? Oui, effectivement, on a un problème en France. Il y a un problème avec le racisme. Clairement, il faut le dire. Me dire, oui, la police n'est pas raciste, je peux l'entendre. Mais un policier qui est raciste, qui travaille avec l'uniforme, rend la police raciste. À un moment donné, il y a un travail à faire. Donc le racisme est un problème en France, c'est clair et net. Ensuite, par rapport à ça, chacun de nous porte un combat au quotidien. Le combat de vivre, de survivre, la pauvreté, l'argent ou quoi que ce soit, peu importe. Chacun vient avec sa peine en espérant, entre guillemets, changer les choses. Chacun vient apporter un peu de sa force. Ce qui serait bien, c'est qu'on reste unis face au même fléau, à savoir qu'on est là. On n'est pas là pour dire oui, je sais pas, je ramène mon problème. Ensemble, on est une force. Après, en petit comité, c'est plus difficile. Donc, on doit tous armer nos mots, tout, dans la même direction pour avoir plus de résultats. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis venu parce que voilà, je pense qu'il faut être là, comme je vous l'ai dit. Mais malheureusement, je trouve qu'on oublie vite. À chaque fois, on se rassemble. Combien de fois cette dame, elle a vu des rassemblements? Combien de personnes elle a vu? Combien de fois vous êtes venus ici? Vous oubliez trop vite. Je suis désolé. Vous oubliez trop vite. Et oublier, c'est quoi oublier? Vous devez tous les jours continuer le combat. C'est interdit de venir à chaque fois rester ici et crier. Je ne suis pas d'accord avec vous, moi. Je suis vraiment pas d'accord avec vous. Si on doit lutter contre le racisme, lutter contre tous les fléaux, c'est dans votre quotidien également. Si moi, mon frère dit un truc qui n'est pas normal, je lui dis stop. Si ma maîtresse, mon collègue, mon pôle, quelle que soit la personne, quand on entend ça, on dit stop. Voilà comment on va lutter contre les problèmes. Voilà. Bravo, bravo. Et là, je pense qu'on viendra moins souvent ici. Qu'on viendra moins souvent ici et qu'on arrangera les choses. C'est à petite échelle qu'on commence à arranger les choses. Donc le racisme, oui, ça tue, c'est vrai. Le racisme est un fléau. Mais quelle part de responsabilité avons-nous? Qu'est-ce qu'on a laissé passer? Qu'est-ce qu'on n'a pas corrigé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? À un moment donné,
faut faire les choses qu'il faut faire. Prenons notre part et faites ce qu'il faut. Nous, on est là, au quotidien, on a notre combat. Notre combat, entre guillemets, pour ma famille. Moi, je suis de nature indignée. Je suis contre l'injustice. J'ai horreur de ça. Malheureusement, on a été frappé par rapport à Théo. On est autour de lui. Malheureusement, Théo n'est pas là. Même si c'est un témoignage vivant, comme certains le disent, il n'a pas demandé ça, Théo. Il est en train de se reconstruire. Il est en train de comprendre ce qui s'est passé. Toute la violence qu'il a reçue, tous les mots qu'il a reçus, tous les coups qu'il a reçus, il s'en remet même pas. Il n'est même pas conscient de ça. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, moi, je suis là parce que, pour moi, individuellement, et également en tant qu'être humain, chacun de vous a une part de responsabilité. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas oublier et de combattre tous les jours. Se rassembler, c'est bien. Ne pas oublier, c'est mieux. Construire, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on fait pour construire demain? Voilà, merci. C'est que ça à dire. Bravo, bravo, bravo. Merci. Bravo. Merci Éléonore pour ces mots très forts. Merci Éléonore. Et pensez bien sûr à notre petit frère Théo. Théo qui va bien, je le dis quand même. Il va bien. Et grâce à vous tous, grâce à votre solidarité, grâce à tous ceux qui l'accompagnent, grâce à sa famille, grâce à sa grande sœur Éléonore qui veille sur lui, grâce à nous tous qui n'oublions pas que ce qui s'est passé avec Théo, eh ben, ça peut se reproduire encore et encore dans notre pays, pays des droits de l'homme. Je passe la parole à, je crois que c'est le dernier intervenant, c'est Aya Audrey, très bien, qui vient des Antilles, qui est emblématique aussi parce qu'il dirige une institution qui est une institution de mémoire. J'en dis pas plus, Jacques Martial. Bonsoir. On est là, on est ensemble. Nous sommes là pour vivre ensemble un moment qui nous dépasse, un moment peut-être qui nous fonde aussi en tant que groupe, en tant que conscience de qui nous sommes, de où nous sommes, de pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour défendre nos libertés, pour défendre la liberté d'être soi-même, la liberté d'être moi-même, la liberté d'être toi-même, la liberté d'être nous-mêmes dans nos différences de religion, nos différences de sexe, nos différences de couleur, nos différences de conviction. Nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes, nous sommes du nord, nous sommes du sud. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui se lève pour dire que nous sommes une humanité et que cette humanité, son avenir, dépendent de nous et dépendent de nous uniquement, de notre engagement, de nos convictions, de notre engagement à chaque instant. C'est pour cela que nous sommes là. La musique, comme la vie, a besoin de diversité, a besoin de couleurs, a besoin de tonalité pour qu'un moment puisse naître l'harmonie. Nous sommes l'avenir de l'harmonie, nous sommes l'avenir du son, parce que nous sommes divers et que nous sommes divers ensemble et en paix. Alors, contre les violences, contre la violence qui veut détruire l'harmonie, qui est la négation même de l'harmonie, nous devons à chaque instant être conscients. La tolérance zéro vaut pour nous aussi. Non, je n'accepte plus d'entendre des propos, des blagues, des idées racistes contre qui que ce soit. Contre qui que ce soit. Ça n'est plus possible. Et il est aujourd'hui de notre responsabilité, de citoyens, de Français, de citoyens de ce monde, de porter cette conviction et de faire ce travail. C'est un travail quotidien. On vient de le dire, un travail quotidien, il nous incombe. C'est à nous de le faire. Nous le faisons déjà, nous continuerons de le faire jusqu'à ce que demain et ce monde d'après adviennent et que justice soit rendue aux Adama,
au Malik, au George, à tous ceux qui ont souffert de l'exclusion, qui ont souffert du racisme. Merci. Merci Jacques. Merci Jacques Martial. Merci Jacques Martial qui vient des Antilles pour être avec nous ici. Les femmes, on les 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test micro. 1, 2, 3. Oui, franchement, c'est... Merci de m'avoir sauvé la vie parce que j'aurais été... Non, j'aurais pas été... Ok, très bien. Donc Audrey, elle est cool. Je laisse la parole à Audrey Pulvar. Merci, mais je ne sais pas si vous savez là-bas que vous êtes aussi nombreux ici que là, que là, que là. Alors la place n'est pas remplie, mais vous êtes quand même très, très nombreuses et nombreux, et ça fait du bien. Bravo à vous d'être là. Je voulais dire à la famille de Théo, qui est là, que certes, des manifestations, on en a fait beaucoup, et malheureusement, probablement, il va falloir en faire encore beaucoup. Mais Angela Davis, que beaucoup d'entre vous ici connaissent, dit encore aujourd'hui, parce qu'elle est encore au combat aujourd'hui, mais nous, quand on elle, enfin, moi j'étais un petit bébé, nous, quand nous manifestions pour la reconnaissance de nos droits, contre les milices blanches, contre l'État blanc américain, c'était pas un dimanche après-midi, c'était pas un rassemblement de temps en temps, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant des années. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant des années. Et nous ne pouvons pas baisser la garde, la preuve. Alors moi, j'ai envie de vous dire, non, toute la police n'est pas raciste, évidemment, mais oui, le racisme existe aussi dans la police. Or, nous attendons de la police qu'elle soit irréprochable. Le racisme dans la police, c'était Sharon, pas loin d'ici, en 1962. Le racisme dans la police, c'était, il y a 30 ans, l'assassinat, parce que c'en était un, l'assassinat de Malik Oussekine par les brigades de la mort, les voltigeurs de Pasqua et de Pandro. Et je rappelle à ceux qui sont peut-être trop jeunes ici, que quand Malik Oussekine est mort sous les coups des voltigeurs de Charles Pasqua, Robert Pandro, qui était ministre délégué, secrétaire d'État à ce moment-là, a dit à l'Assemblée nationale, lors des questions au gouvernement, si j'avais un fils sous dialyse, je l'empêcherais d'aller faire le con dans la rue la nuit. Et effectivement, nous qui étions là au combat à ce moment-là en 86, et la famille de Malik Oussekine, et tous ceux qui ont pleuré la mort de Malik Oussekine, attendent encore aujourd'hui les excuses de la police française pour cet assassinat. La violence et le racisme dans la police qui existent donc, même si, encore une fois, évidemment, tous les policiers ne sont pas racistes. C'était, il y a 15 ans, Zied et Bouna, pour lesquels nous attendons encore les excuses de la police. La police et le racisme dans la police, c'est évidemment aujourd'hui Théo, c'est évidemment Adama, ce sont évidemment tous ces garçons et ces filles qui subissent et qui ont subi et qui parfois en sont morts, cette violence et ce racisme. Mais c'est tous les jours l'impossibilité pour beaucoup d'entre nous ici de sortir simplement sans ces papiers, pour le cas où on se ferait contrôler. C'est tous les jours du contrôle aux faciès, c'est tous les jours du harcèlement, c'est tous les jours des propos déplacés, c'est tous les jours un tutoiement qui n'a pas sa place dans le rapport entre un policier et un citoyen. Et cela, Monsieur Castaner, cela, Monsieur Édouard Philippe, cela, Monsieur Jacob, qui dit que
la violence policière n'existe pas en France, eh bien ce n'est pas acceptable. Et tous les jours, nous devons dire que ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas acceptable non plus dans la bouche des Zemmour et compagnie, car ils sont nombreux, qui ont table ouverte, micro ouvert, matin, midi et soir dans les médias. Or, la liberté de parole, ce n'est pas la liberté de dire n'importe quoi, ce n'est pas la liberté d'insulter, ce n'est pas la liberté d'appeler à la haine. Bravo, bravo. Alors on va terminer avec ce grand élan que nous vivons. Essayons effectivement, comme disait Dominique, d'en être contents. La colère, elle est là. L'indignation, elle est là. Elle est intacte. La mobilisation, elle doit être intacte tous les jours. Mais soyons aussi heureux d'être aussi nombreux ce soir et d'être encore aussi nombreux à dire non au racisme, non aux violences policières et oui à un pays dans lequel vivre ensemble, faire ensemble, ça a un sens. Merci à tous. Justice pour les victimes du racisme et des violences policières, quels qu'ils soient. Merci. Merci Audrey, bravo Audrey. Allô? Oui, merci beaucoup Audrey Pulvar, merci. Merci Audrey. Nous nous acheminons vers la fin de ce rassemblement. Non, restons mobilisés, faisons un maximum de bruit pour que l'Élysée se rende compte qu'il y a un vrai problème en France. Mais vous avez bien vu, ce sont les mobilisations qui ont poussé le président Macron à bouger, à parler finalement. Donc ça veut dire que nous sommes une force, nous sommes une véritable force, la force citoyenne. Cette force, elle est capable de tout, car il s'agit de nos affaires. Nous l'avons dit, nous nous sentons concernés. Nous sommes concernés. Notre nation. La nation. Nous sommes impliqués. Nous participons. Nous sommes indignés. Nous gardons cette indignation. Cette capacité, gardons-la. Parce que c'est grâce à cela que là-haut, ils nous entendront et qu'ils changeront les choses. Car il n'est pas normal que des gens meurent, je l'ai dit, je le répète, parce qu'ils croisent la police. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans une démocratie comme la nôtre que des jeunes, que des moins jeunes meurent du contact avec la police. Et ce que nous avons lancé depuis quelques mois, voire même pour certains depuis des années, et depuis ces quelques jours, depuis le 25 mai, qui a une portée universelle, qui a une portée planétaire, il faut que cet élan demeure et que cet élan aille très 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 loin. J'étais en train de regarder des SMS que j'ai reçus. Les amis africains qui sont là me disaient, n'oubliez pas aussi de dénoncer les violences en Afrique. N'oubliez pas de dénoncer aussi cela. Nous en profitons parce que nous sommes ici, la conscience universelle, pour dire aussi que ce qui se passe en Afrique est inadmissible. Que ce qui se passe en Mauritanie, où des Noirs meurent de la rencontre avec le pouvoir mort, blanc, est inadmissible. Que ce qui se passe au Mali est inadmissible. Que ce qui se passe en Guinée est inadmissible. Que ce qui se passe dans tous ces pays, il est important que nous ici, nous restions vigilants aussi au-delà de l'Hexagone. Nous nous occupons de ce qui se passe ici dans notre pays, mais aussi à l'échelle de la planète, car la planète c'est aussi notre terre à nous tous, et nous devons la préserver et la sauver. Et au Liban et dans toutes ces zones où l'injustice se développe. Merci à tous. S'il vous plaît, rentrez, s'il vous plaît, de manière simple, pacifique. Dominique va conclure en disant un mot, mais s'il vous plaît, pas de grabuge. Là, ce rassemblement est digne, ce rassemblement est extraordinaire, est formidable. Gardons cette dignité, fermeté, intransigeance, mais pacifisme aussi. Nous sommes pacifiques. Bravo, bravo, bravo.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce rassemblement qui, je pense, tout à l'heure on me demandait mais d'où viennent ces gens qui sont sur la place, qui sont-ils? Je dis ce sont des Français de toutes les origines, de toutes les couleurs de peau et autres, de toutes les religions, de tous les âges, de toutes les conditions sociales, parce que lorsqu'on veut lutter contre le racisme, il faut que l'ensemble de la société se mette en mouvement. Le racisme, c'est l'affaire de tous. Tout le monde n'y est pas touché de la même façon, bien évidemment, mais c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de l'ensemble des citoyens. Et lorsque une personne noire est tuée, c'est l'affaire de tous. Lorsqu'un juif est tué, c'est l'affaire de tous. Lorsqu'un arabe est tué, c'est l'affaire de tous. Lorsqu'un musulman est tué, c'est l'affaire de tous. Lorsqu'une personne est tuée parce qu'elle serait ceci ou cela, c'est l'affaire de tous. Parce qu'on ne peut pas admettre que ce poison-là se distille dans la société. Et vous savez, Audrey Pulvar vient d'en dire quelques mots sur la question de la liberté d'expression. Ceux qui nous disent mais on ne peut plus rien dire à cause des antiracistes, à cause de ceux qui luttent contre l'homophobie, à cause de ceux qui luttent contre le sexisme. Mais que se disaient ces gens-là avant, entre eux, toute la journée, pour ne plus pouvoir rien dire lorsqu'on leur dit qu'on ne peut pas exprimer le racisme, l'homophobie et le sexisme? Mais quelle journée devaient avoir ces gens? Eh bien, peut-être que, en disant qu'on ne peut pas le dire, peut-être que ces personnes auront à nouveau des conversations intéressantes et des conversations qui les obligeront à réfléchir sur ce qu'est l'humanité. Et je terminerai parce que nous sommes encore pendant les funérailles de George Floyd en disant ceci. Des personnes ont beaucoup glosé sur la vie de George Floyd, qu'il aurait été ceci ou qu'il aurait été cela. On connaît ces processus dès lors que le racisme est dénoncé. Mais George Floyd, il était ceci, il était cela. Mais quelque part, ça ne m'intéresse pas. Parce que George Floyd, il était avant tout quelque chose. C'était un être humain. Et à un être humain, on ne fait pas ça et c'est tout. Exactement. C'est un être humain. Merci. Merci pour votre présence nombreuse. Merci pour votre présence nombreuse. Et comme le disait Ibrahim, nous allons donc prononcer la fin de ce rassemblement. Évidemment, pour des raisons sanitaires qui sont importantes, on demandera aux gens de ne pas rester trop longtemps à des distances qui sont, on va dire, en dessous des distances sociales du moment, et d'essayer de faire en sorte que la place s'éclaircisse assez rapidement. En tout cas, merci à vous. Je pense que c'est en montrant ces beaux visages de la France, d'une France mobilisée, que l'on fait en sorte de faire honneur à notre pays, parce que ceux qui font honneur à la devise de la République française, ce ne sont pas ceux qui beuglent sur le fait que la France subit du grand remplacement ou je ne sais quoi. Ceux qui font honneur à la France sont ceux qui sont ici sur la place de la République et qui font en sorte que sa devise liberté, égalité, fraternité devienne une devise effective pour tous et partout. Merci. Merci. Pourquoi vous êtes venu ici ce soir à la place de la République? Expliquez-moi. Alors c'est pour lutter contre tout le monde, contre le racisme que nous subissons dans les transports par la police. Parce qu'en fait,
le racisme, aujourd'hui, ce n'est pas juste par rapport à la police, mais au contrôle, à la SNCF, à la RATP, le fait d'être noir, en fait, le fait de se faire contrôler. On a même plus en fait, peur de la police ou de la RATP que même des bandits. Parce que le fait même de se faire contrôler, c'est hallucinant en fait, c'est la honte. Nous sommes humiliés en nous faisant contrôler, alors que non. C'est pas parce qu'on est noir qu'on n'a pas un titre de transport. Donc comme tout le monde, on vient se manifester, on vient se faire passer un message à travers le monde pour avoir à tout le monde. Le racisme, il n'est pas que dans la police, c'est ça? Non, il n'est pas que dans la police. Pour moi, la police, c'est qu'elle va représenter quoi, 10% à 20% du racisme. Donc, il y a les contrôles de la SNCF, de la RATP, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est par rapport à eux tous. Et c'est vraiment dommage parce que c'est parce qu'on est noir qu'on n'a pas un titre de transport. Vous avez peur de la police? Non, heureusement qu'ils sont là. Nous n'avons pas peur de la police. Mais nous avons peur de la manière dont ils interpellent la population. Parce qu'on ne demande pas à se faire contrôler pour dire « oui, monsieur, veuillez se rendre à la police ». Non, il y a une manière de le faire. Mais il y a le respect, il y a cette motivation sur leur travail qui doit se représenter. Les choses, elles vont changer là, dans les semaines à venir, après ce qui se passe en ce moment? Nous espérons. Il est temps, en fait. Il est temps. Nous sommes nés devant. Donc il est temps, en fait, qu'à un moment qu'ils arrêtent. Pourquoi vous êtes venu ici, place de la République, ce soir? Expliquez-moi. Moi, je suis là aujourd'hui parce que c'est très important de plus garder le silence dans tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est vraiment l'occasion de partager cette douleur et ce besoin de changement qui doit se faire maintenant pertinemment. Comment on peut changer les choses? Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est difficile. On a beaucoup de choses. Je suis américaine, je vis en France, mais on voit vraiment que c'est pas que les États-Unis, c'est pas que la question des Noirs, et qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans les injustices entre les communautés et la communication qui doit se faire entre des différentes communautés raciales. États-Unis, France, c'est la même chose? Est-ce qu'on peut faire le parallèle? C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a des problématiques aussi en France qu'il faut gérer vis-à-vis de violence, vis-à-vis le manque de communication entre les différentes populations, les injustices qui arrivent, les problèmes de violence avec les polices. Mais il faut vraiment, dans ce sens-là, on sent et on voit dans ce mouvement que tout le monde est là pour dire quelque chose sur la situation tant qu'aux États-Unis qu'en France. Vous pensez que ça va changer, qu'il y aura un avant et après George Floyd? J'espère. C'est tout ce qu'on peut espérer, je pense, que vraiment on voit dans cette expérience quelque chose qu'on voit partout dans le monde. Et c'est une des premières fois que vraiment on sent que ça touche tout le monde. Comment vous expliquez que ce qui s'est passé aux États-Unis, ça arrive jusqu'en France et que ça relance un peu l'affaire Adama Traoré, qu'il y a ces rassemblements ce soir? Comment ça se fait que ce soit si large, si global? C'est clair que maintenant, avec tout ce que le média et tout ce qui peut passer comme ça, que tout le monde arrive à voir des scènes d'horreur comme on a vu avec M. Floyd. Pourquoi vous êtes ici ce soir? Expliquez-moi. Je suis là pour soutenir la cause de Black Lives Matter, pour attirer de l'attention aux injustices, aux défaits de la police, aussi pour soutenir les familles qui ont perdu leurs proches à cause de la violence policière. Et encore une fois pour lutter contre le racisme qui est encore très présent. Comment on peut changer les choses? Il y a pas mal de choses à faire. Déjà, admettre que c'est un problème, que c'est pas qu'un problème aux États-Unis, c'est un problème partout. Vraiment chercher à soutenir des causes pour aider des personnes qui n'ont pas de ressources. Il faut aussi trouver une manière d'être plus éduqué, c'est-à-dire la lecture, aussi je crois que c'est aussi une question de revoir tout ce qui est autour de soi, sa façon de lire les films, qu'on regarde des personnes qu'on courtoie pour se remettre en cause et demander est-ce que vraiment ma vie ça fait partie du problème ou est-ce que je fais partie de la résolution.
Comment on peut faire le parallèle entre ce qui se passe en France et aux États-Unis? C'est quoi les similarités, les différences? Les similarités, je dirais que c'est l'histoire de la colonisation. On sait que les personnes, les minorités en France n'ont pas les mêmes chances que les personnes qui sont européens. On peut voir ça en fait si on regarde la télé, enfin, des personnes qui sont représentées aussi au gouvernement. On sait que les cités, par exemple, il y a plus de minorités qui habitent dans ces situations-là, et aussi par rapport à l'éducation. Donc il y a quand même ces similarités-là. Donc il faut savoir en fait que le racisme, c'est pas que des personnes qui veulent abattre les Noirs juste à cause de leur peau. Les différences, bah, évidemment en France, les policiers sont pas armés de la même manière que les Américains. On ne peut pas descendre une personne qui est assise, qui est couchée par terre sans avoir de conséquences. Je sais que ça peut arriver, mais pas à la même fréquence. Aux États-Unis, je crois qu'il y a vraiment une question aussi en fait, de leur Second Amendment. Je ne sais pas comment le dire en français, en fait, des lois qui soutiennent en fait, les personnes qui réfléchissent pas et qui vont juste voir une autre personne et dire bah, cette personne en fait, doit être une menace à cause de la couleur de leur peau, et puis il n'y a pas de conséquences. Comment vous expliquez que ce qui s'est passé aux États-Unis arrive jusqu'en France et ces conséquences-là, que ces rassemblements, qui a relancé un peu l'affaire Adama Traoré, comment ce qui s'est passé aux États-Unis est venu en France et a eu ces conséquences si importantes? Pourquoi il y a des conséquences aussi importantes en France? Il faudrait que le monde se rende compte et que tout le monde se lutte contre ces injustices-là. C'est la seule façon que ça va changer. On ne peut pas dire bah, c'est eux. Bah, ce qu'on a fait au début de la Deuxième Guerre mondiale. On dit c'est pas notre problème. Les Américains, hein, je parle de moi, de mon pays, ils ont mis vraiment longtemps à se rendre compte qu'il fallait aussi se battre contre l'injustice. Si tout le monde se met ensemble, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vraiment faire des changements. Est-ce qu'il y aura justement un avant et après George Floyd? Bah, j'espère que l'après, en fait, c'est qu'on ne cesse pas d'en parler. Il faut dire leur nom. Il faut savoir, enfin, il y a trop de personnes qui savent pas, en fait, qu'il y a même des enfants aux États-Unis qui ont été descendus par les policiers. Le après, c'est que tout le monde se dise, je change ma vie. À partir de maintenant, je dis, ça suffit, enough is enough. On change, on se lutte, on se met à côté de nos amis, on en parle, on pose des questions, on demande comment moi je peux être là pour changer les circonstances des autres. Et ne plus dire c'est pas mon problème. Pourquoi vous êtes ici ce soir? Expliquez-moi. Je suis là déjà par rapport aux violences de la part de certains policiers qui sont parfois très nombreux, hein, pour la justice, pour l'égalité des humains. Et il est inadmissible, inacceptable que la France, comme les États-Unis, mais moi je suis en France, on soit dans un pays où le racisme soit encore toléré. Voilà. Et je pense à mes nièces et mes neveux, blancs, métis et noirs. Voilà. Et je suis là aussi pour eux. Et comme je suis prof, pour tous les élèves que j'ai eus. Voilà. Comment on peut changer les choses? Comment on peut changer les choses? Déjà, quand on vote pour quelqu'un, c'est pas un chèque en blanc. Donc il faut descendre dans la rue. Comment on peut changer les choses? Par exemple, dans la police, on sait que le défenseur des droits a fait un état des lieux et a dit certaines choses, a demandé parfois, a donné un avis pour des sanctions. Il n'a jamais été suivi. Voilà. Parce que les contrôles aux faciès, c'est pas normal. Voilà. On peut changer les choses tous les jours dans son quotidien. Il ne faut pas avoir peur de dire non, ça suffit. Et en étant tout le temps dans la rue. En 86, j'étais en manif.
Voilà, quand Malik Osekine a été tué. Et ça, je m'en souviendrai. Je me souviens, même si j'étais pas née, de Charonne. Et je me souviens qui était préfet de police de Paris, Papon. D'accord? Je ne sais pas si vous connaissez Papon. Bon. Et bien, Papon a été condamné parce qu'il a fait tuer je ne sais pas combien de juifs. Est-ce que c'est normal que la France ait pu mettre, l'État français, un mec comme lui, préfet de Paris? Voilà. Les ministres ont toujours peur de la police. Voilà. D'ailleurs, certains s'en sont pas... pendant les manifs des Gilets jaunes, certains policiers ont dit « c'est nous qui protégeons la République ». Mais moi, je suis désolée. Moi, je suis fonctionnaire de la République, pas de l'État. Voilà. Et il faut être fonctionnaire de la République. Aujourd'hui, en 2020, comment on peut changer les choses dans la police et en général aussi? Par quoi ça passe? Ben, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas spécialiste. Mais il me semble qu'une formation, déjà, différente. Et chaque fois que quelqu'un dérape, eh ben, il faut des sanctions. Parce que personne n'est au-dessus des lois. Personne. Ni un ministre. Et ça, il faut que ça change aussi. Ni un président. Par exemple, l'affaire Benalla, moi je suis désolée, ça fait partie de tout ça aussi. Voilà, des violences policières. Et on l'oublie. Et on oublie qui était Benalla. Pourquoi vous êtes place de la République ce soir? Expliquez-moi. Je suis contre le racisme. Le racisme est quelque chose qui tue la société, qui tue la dynamique des entreprises, qui tue la vie familiale. Donc je profite de cette occasion dramatique du meurtre de George Floyd, mais tous ces événements dénotent le racisme profond qu'il faut essayer d'éliminer dès l'éducation des enfants. C'est dès l'éducation des enfants qu'on peut atteindre des résultats et je suis là pour ça et j'œuvre déjà auprès des enfants pour ça. C'est par l'éducation qu'on peut changer les choses? C'est par l'éducation qu'on réussira le mieux. Les enfants, ils ne sont pas racistes à l'origine. On les rend racistes, mais naturellement, ils jouent les uns avec les autres, ils n'ont aucune discrimination. Donc il faut les encourager à continuer, persévérer dans cette voie-là. Vous avez peur de la police, vous, en 2020, en France? Je n'ai pas peur en général, mais j'ai peur dans les manifestations. Et ça, c'est pas normal. On devrait pouvoir coexister avec une police digne, qui a son honneur, qui a ses règles, qui a ses procédures propres. 2 1 هنا في ساحة الجمهورية بالعاصمة. Pas d'accord avec vous. Si on doit lutter contre le racisme, lutter contre tous les fléaux, c'est dans votre quotidien également. Si moi, mon frère dit un truc qui n'est pas normal, je lui dis stop. Si ma maîtresse, mon collège, se rassembler c'est bien, ne pas s'oublier c'est mieux, construire c'est mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Grâce à sa grande sœur, Éléonore qui veille sur lui, grâce à nous tous qui n'oublions pas que ce qui est passé, ce qui s'est passé avec Théo, eh ben, ça peut se revenir dedans. C'est des entités emblématiques aussi parce qu'ils dirigent une institution. Conviction et de faire c'est un travail quotidien. On vient de... I grew up in Texas. What about you? Where are you from? Okay, well look at you. Like this last week